Bien. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, ou bonjour à ceux qui nous ont rejoints cet après-midi. Je change de rôle cette fois, je vais me taire. J'ai beaucoup parlé ce matin, trop parlé ce matin, peut-être. Je vais laisser la parole à mes collègues. Mais je vais être le timekeeper et le donneur comment Pardon pour la francophonie, oui. Le gardien du temps et le gardien gardien du temps, oui. Et je vais distribuer la parole très rapidement. Je voudrais présenter les intervenants qui sont présents sur ce panel, sur cette table ronde. Alors, attendez, parce qu'il faut que je vois dans l'ordre dans lequel vous êtes installés. D'abord, tout au bout de la table, Anthony Tiaou Tutugoro, qui est doctorant en sciences politiques. Puis, juste à côté d'Anthony, Mathias Chocha, professeur de droit public à l'Université Nouvelle-Calédonie. À gauche de Mathias Chocha, Léa Havard, maître de conférence en droit public et directrice adjointe du Large. À côté d'elle, à sa gauche, Amélie Tchoung, enseignante-chercheur au Large à l'Université de Nouvelle-Calédonie. Nadège Meyer, ensuite maître de conférence, directrice du Large, Université de Nouvelle-Calédonie. Et Jean-Pierre Massias, professeur de droit public, président de l'IFJD. Alors, sur cette table ronde, il était difficile de séquencer les différentes tables rondes, et vous avez vu ce matin qu'entre ce matin et cet après-midi, finalement, les interventions se croisent, en tous les cas, ce qui montre encore une fois la dimension certainement très holistique de la justice transitionnelle. En tous les cas, cet après-midi, on avait une réflexion dans le prolongement des éléments de cadrage présentés par Magali sur les enjeux de la négociation du processus de justice transitionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. On l'a dit ce matin, les questions de négociation, elles sont centrales parce qu'elles sont préalables aussi au déclenchement du processus, puis elles vont être au cœur ensuite de la discussion. Il y a juste un point avant de laisser la parole, j'ai dit que je parlais pas, mais je parle 2 minutes néanmoins. Il y a un élément de négociation quand même, alors qui n'est pas ici applicable à la Nouvelle-Calédonie, mais que l'on va constater dans un certain nombre de processus de justice transitionnelle, c'est la négociation du processus au regard de la Constitution, c'est-à-dire dans quelle mesure, et ça c'est un paramètre qu'il ne faut pas tout à fait oublier, dans quelle mesure le processus de justice transitionnelle peut-il s'implémenter, s'incrémenter dans la Constitution. C'est un élément de négociation en fait du processus de justice transitionnelle, parce que vous comprenez que si la base juridique de la justice transitionnelle c'est une base constitutionnelle, on va bénéficier alors ici d'un principe de protection efficace contre la remise en cause du dispositif de justice transitionnelle, et on va lui permettre une forme de pérennité presque paradoxale, puisque la justice transitionnelle est censée intervenir dans une temporalité un peu réduite, en tous les cas un peu circonscrite. Son inscription dans la Constitution peut lui permettre une forme de prolongation. Alors parfois c'est le principe même qui est inscrit, parfois sont les piliers de la justice transitionnelle qui sont inscrits, parfois sont les institutions type commission vérité, qui vont trouver une base constitutionnelle dans le texte fondamental. Je voulais juste le préciser en préalable parce que il y a eu tout un mouvement d'internationalisation de la justice transitionnelle, mais il y a aussi un moment extrêmement important qui est le moment de constitutionnalisation de la justice transitionnelle et des dispositifs de justice transitionnelle. Et ça, c'est aussi un point autour des enjeux de négociation des processus de justice transitionnelle. Alors pour tout un tas de raisons qu'on évoquait ce matin, cet aspect-là n'est pas transposable pour le cas de la Nouvelle-Calédonie. Et dans le cadre de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs questions pouvaient se poser. J'ai transmis un certain nombre de questions qui ne sont absolument pas exhaustives et qui permettaient à nos collègues de réfléchir sur certains aspects. C'était principalement des questions autour de la commission vérité, d'une commission vérité pour la Nouvelle-Calédonie. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, j'aurais voulu peut-être vous livrer 2 questions et vous prenez la parole de manière totalement libre et dans le sens qui vous sied. 2 questions. D'abord, une première question qui pourrait être autour des enjeux précisément de la négociation. Quels sont les enjeux ? On en a déjà évoqué un certain nombre ce matin, mais quels sont les préalables, quels sont les prérequis à toute forme de négociation du processus de justice transitionnelle s'il devait voir le jour en Nouvelle-Calédonie ? Première question. Et puis, question corollaire finalement,
y a-t-il des singularités, y a-t-il des spécificités, y a-t-il des originalités ou des marqueurs, en tous les cas vraiment territoriaux, pour la réconciliation en Nouvelle-Calédonie? Donc deux questions qui sont en fait les deux facettes d'une même pièce. La première question sur l'identification des enjeux de cette négociation, et puis peut-être la deuxième question sur les singularités de la réconciliation, du processus de réconciliation en Nouvelle-Calédonie. Voilà, je vous laisse la parole, qui veut la prendre, en tous les cas, pour nous livrer les regards croisés sur ces questions. Mathias Chauchat, peut-être. Ah, c'est bon, ça marche. Je ne voudrais pas prendre la parole trop longtemps, mais je voudrais un peu planter le décor pour que tout le monde soit, disons, à un niveau d'information similaire. Alors, Magali Besse nous disait tout à l'heure, la justice transitionnelle, c'est un processus de sortie de crise. Quelle crise ? Je veux dire, on n'est pas dans un processus de sortie de crise, on est dans un processus d'entrée en crise. Pour l'instant, tout va bien, il ne se passe rien, mais quand vous aurez les éléments du décor, vous allez voir qu'on est dans un processus d'entrée de crise. Donc la justice transitionnelle, j'y crois, c'est très intéressant, mais ce n'est pas pour maintenant, c'est plus tard, en Nouvelle-Calédonie. Alors, je plante le décor schématiquement. Vous savez que le président de la République a annoncé que finalement l'État s'en tiendrait pas à la lettre de l'accord de Nouméa. La lettre de l'accord de Nouméa dit après les 3 référendums, dont l'un est contesté, on s'assoit, on discute. En attendant, il y a un processus d'irréversibilité constitutionnelle. Il ne se passe rien. Vaut mieux d'ailleurs en Calédonie qu'il ne se passe rien, qu'il se passe quelque chose. Donc, l'État veut sortir de ce processus. Très bien. Mais il met en cause sa parole. Alors, schématiquement, il propose un projet d'accord dans lequel vous avez 3 grands éléments qui sont liés. Processus de révision constitutionnelle avec une deadline extrêmement proche. Il faudrait que la négociation aboutisse fin novembre 2023. Mais qui y croit ? Je veux dire, à part les médias, qui y croit ? Donc, et ensuite, le président de la République lancerait une réforme constitutionnelle en janvier ou février. On repousserait peut-être les élections les élections pour nous provinciales, c'est-à-dire les élections au congrès du pays. Bon, les éléments de la négociation, ils sont relativement simples. Qu'est-ce que veut l'État ? L'État, il veut d'abord sortir l'accord de Nouméa de la Constitution. On a parlé des éléments constitutionnels. Sa première préoccupation, c'est sortir l'accord de Nouméa de la Constitution, y mettre à la place autre chose dans lequel il n'est pas lié par justement toutes les contraintes constitutionnelles de l'accord de Nouméa. Bilan, si l'accord de Nouméa perd sa valeur constitutionnelle, il pourra tout faire par la loi organique. Vu du côté indépendantiste, c'est une rupture de parole, puisque l'accord de Nouméa dit c'est irréversible tant que les partenaires ne se sont pas mis d'accord. Donc ça veut dire qu'on est dans un jeu de dupes. La question est de savoir qui va sortir le premier de l'accord de Nouméa. Les indépendantistes ne sortiront pas les premiers. Donc le premier qui sort perd la bataille de la communication. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est d'ouvrir le corps électoral à tous les Français. Alors on dit, oui, il faudra 5 ans, 10 ans de résidence. En réalité, c'était quoi le principal de l'accord de Nouméa ? C'était fixer le périmètre d'un peuple calédonien, un peuple distinct du peuple français, qui a vocation à son émancipation. Si vous l'ouvrez par un corps glissant, il n'y a plus de peuple calédonien. Il n'y a même plus de peuple propre au pays. Ici, c'est la France. Donc, inutile de vous dire que les Kanaks ne l'accepteront jamais. Je dis les Kanaks ou les indépendantistes à 95%, c'est la même chose. Et les quelques qui ne votent pas, c'est parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Donc, je veux dire, ici, vous regardez la tête d'une personne, en gros, vous savez son vote, à part quelques exceptions dont je fais partie. Donc, voilà, mettre fin au peuple calédonien, revenir à des Français d'Algérie, des Français de Nouvelle-Calédonie, ça va très mal se passer parce que s'il y a à nouveau 2 peuples, il n'y a pas de destin commun.
Troisième point, contre l'ouverture du corps électoral, laisser entendre aux Kanaks qui pourront avoir plus tard, un jour, un vote d'émancipation. Alors, au départ, on disait dans 2 générations, 50 ans. Vous voyez comment ça les intéresse, surtout après avoir fait 47% au référendum, contre l'État qui a fait campagne pour le non activement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il propose que le projet de demande de vote soit fait à la majorité des 2/3 du Congrès. Les 2/3 du Congrès, 66%. Donc le peuple kanak, peuple autochtone, qui dispose d'un droit propre à l'autodétermination dans l'ONU, qu'il a partagé avec les Calédoniens ici, demanderait l'autorisation aux Calédoniens, aux Français de Nouvelle-Calédonie de s'émanciper. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Et ils renonceraient à leurs droits propres pour aller ensuite se présenter devant l'ONU en disant on l'a partagé avec un corps électoral glissant composé de tous les Français de France. Mais c'est une plaisanterie. Qui signera ça ? Moi, je n'en connais pas, peut-être vous en connaissez. Moi, je vous dis, sur ces 3 points, personne signera. Personne. Donc, c'est ça que je voudrais juste vous dire sur le contexte. C'est bien de parler de justice transitionnelle, tout ce que vous voulez, mais on est en entrée de crise. Et la vraie question, c'est est-ce que le président de la République va lancer unilatéralement une réforme de la Constitution pour ouvrir le corps électoral à tous les Français? Voilà la seule question qui se pose. Par contre, je suis très intéressé par les problèmes de compromis politique, de justice transitionnelle, mais je crains que le moment ne soit pas venu. Voilà l'éclairage que je voulais donner à tout le monde parce que y a des gens de France, il y a des gens du pays, c'est un peu compliqué à suivre. Donc voilà, et il n'y a plus de journaux aussi, je le dis aux métropolitains, il n'y a plus de presse en Nouvelle-Calédonie indépendante. On a un groupe État, KNC Première. Après, on a une presse qui est entièrement aux mains des groupes économiques et loyalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de journal quotidien, donc les gens sont extrêmement mal informés. Donc, ce qui, quand même, pose problème. C'est-à-dire que tout le monde vous dit on va vers l'accord. Et ça me semble être une plaisanterie. Enfin, je me trompe peut-être que ça sera une bonne chose que je me trompe pour le pays. Voilà cette petite présentation, je ne veux pas être trop long. Merci beaucoup pour les éléments de contexte, le rappel du titre 13 de la Constitution avec les dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie, la valeur constitutionnelle de l'accord de Nouméa, hein, effectivement, on a ici une constitutionnalisation d'un accord politique, et puis les 3 points que vous identifiez, qui sont les points de discussion. On parlait tout à l'heure des prérequis, des préalables, en tous les cas les points de l'entrée de crise, si je reprends vos propos. Sur ces éléments de contexte, est-ce que certains d'entre vous souhaiteraient réagir, compléter, puisqu'on s'interrogeait sur les spécificités, sur les singularités, en voilà un certain nombre. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, moi je voudrais donner quelques éléments sur l'aspect économique, socio-économique. Juste pour rappel, déjà, la situation historique d'avant période des événements, économiquement, qui était marquée par de fortes inégalités en termes d'emploi, en termes de revenus, en termes d'accès à l'éducation, entre Kanak et non-Kanak. Ce n'est pas le facteur explicatif qui va mener à des revendications, mais ça y participe. Et donc, ces inégalités-là, elles sont prises en compte dès l'accord de Matignon et puis par l'accord de Nouméa, notamment par l'instauration de politiques de rééquilibrage. Les politiques de rééquilibrage, enfin le rééquilibrage tel qu'on le connaît en Nouvelle-Calédonie, il va être mis en place et on a même un titre de la loi organique qui porte le nom de rééquilibrage. Donc c'est un enjeu, c'est un prérequis, c'est aussi un horizon d'arriver à un rééquilibrage, de réduire les inégalités. Donc c'est une des spécificités, je pense, par rapport au contexte calédonien, à savoir que par rapport à, par exemple, nos voisins, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont également entamé des politiques de rééquilibrage dans les années 2000, qui portent le nom de Closing the Gap, donc en faveur des populations autochtones, et qui ont également connu des colonisations de peuplement, à la différence de nos voisins,
on est en Nouvelle-Calédonie, dans un pays où on a 40% de la population qui se déclare kanak, donc qui se déclare être de population autochtone. Donc c'est différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres contextes, mais je pense que c'est vraiment une des spécificités, un des enjeux dont on doit tenir compte dans ces processus-là. Merci à vous. Je crois que Jean-Pierre Massias voulait compléter les éléments de discussion. Oui, pas évidemment sur la Nouvelle-Calédonie directement, il y a des gens qui sont bien plus savants que moi là-dessus, mais peut-être pour observer, en rebondissant sur la première intervention, le rapport assez ambigu qu'il y a entre le droit, et notamment le droit constitutionnel, et la négociation. Parce qu'on s'aperçoit que une des grandes forces de la négociation de la fin des années 80, ça a été de dépasser le droit, de dépasser le droit positif et de dépasser des principes absolument fondateurs du droit français que on peut qualifier sur l'unicité de la langue, du peuple, etc., etc. Et que le risque aujourd'hui, c'est que le changement de constitution réenferme le principe de la négociation. Et je crois que Michel Rocard, il insistait beaucoup là-dessus, sur la nécessité d'avoir vis-à-vis du droit une capacité d'innovation et une capacité d'acceptation de changer les règles. Et je crois que moi, ce qui me frappe beaucoup, mais c'est un débat qu'on a pu avoir pour d'autres peuples autochtones, c'est la tentation du droit français à affirmer une réalité qui n'existe pas. La tentation du droit français à dire des choses qui, au fond, devraient faire sourire. Il n'y a pas de peuple kanak. Il n'y a pas de peuple corse. Il n'y a pas de peuple amérindien de Guyane. Il n'y a pas de peuple basque. C'est pas vrai. La Corse fait partie du continent, continuité territoriale. Bon, il y a quand même un peu de mer entre la Corse et la France. Il n'y a qu'une seule langue en France. C'est absolument faux. Je viens d'un pays où nous avons des circulaires du préfet nous demandant de parler le basque. Dans les réunions de conseils municipaux. Où on enseigne en basque. On vient de faire une soutenance de thèse à Bayonne, où les membres du jury et la candidate se sont inscrits en Neuchâtel. Alors, la soutenance n'était peut-être pas constitutionnelle, mais c'est la vie qui n'était pas constitutionnelle, c'est la réalité qui n'était pas constitutionnelle. Et je crois qu'un des enjeux de la négociation, c'est d'accepter d'imaginer que le droit devienne conforme à la réalité. Ça a été le grand avantage de la négociation autour des accords de Matignon notamment, c'est-à-dire de pouvoir à un moment donné fixer dans la Constitution un certain nombre de règles issues de la négociation et de ne pas tenir compte de ce qui pouvait être des blocages constitutionnels. Et on voit bien que le droit a un rapport ambivalent, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, rupture de parole, oui, mais aussi rupture de résultat du référendum. Alors évidemment, en droit public, on peut dire une loi référendaire, c'est la même chose qu'une loi ordinaire, et une loi ordinaire peut modifier une loi référendaire. Oui, mais quand même. L'acceptation du référendum comme technique référendaire, c'était dans les années, au moment de la signature, à la fois la volonté de sacraliser l'accord. Je me souviens de l'intervention de Christian Blanc disant dans la négociation, vous ne faites pas confiance à l'État français, mais peut-être ferez-vous confiance au peuple français. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fort. Et puis, c'était aussi pour éviter à l'époque une éventuelle sanction du Conseil constitutionnel, parce que effectivement, on présumait bien que le résultat de la négociation n'était pas complètement conforme à ce que le Conseil constitutionnel disait de la Constitution. Donc, il y a ce rapport ambivalent, et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais effectivement, le concept d'une négociation, alors que les résultats constitutionnels sont posés, ça soulève une question. Parce qu'au fond, pourquoi une négociation est intéressante en matière de résolution d'une crise? Un, parce qu'on accepte le principe de la négociation, et que le principe de la négociation est par lui-même un élément de réduction de la tension. Deux, parce qu'il y a un contenu de la négociation. Et trois, parce qu'on va valider le résultat de la négociation. Mais si le résultat de la négociation est posé avant que la négociation ait lieu, c'est pas une négociation, c'est juste un mensonge. C'est juste un détournement, c'est juste un habillage. Et ça, c'est peut-être un danger que Magali Besse a bien montré tout à l'heure, que la justice transitionnelle, parfois, peut être
un instrument de camouflage d'une réalité politique unilatérale. Comme dans les années 90, en Europe de l'Est, ou dans les pays en transition, on mettait systématiquement une cour constitutionnelle pour faire croire qu'on respectait le droit. Et ben là, on va mettre en place une justice transitionnelle. Mais le danger, c'est que ça soit non seulement une justice qui fonctionne pas, mais une justice qui tente de dissimuler une réalité totalement en opposition avec le système dans lequel elle va évoluer. Donc je crois que ça, c'est vraiment ce rapport négociation-droit, il me paraît très très intéressant pour justement mesurer la sincérité d'une négociation. Je rejoins ton propos complètement, Jean-Pierre, et notamment dans les processus de négociation, on travaille beaucoup sur 3 éléments, sur les personnes, et Magali l'a longuement développé dans sa conférence inaugurale, sur qui va être autour de la table, quelle est la légitimité des acteurs. On travaille énormément sur les processus, et là on va retrouver les mots que l'on a vus ce matin, notamment l'adaptabilité, la flexibilité, la créativité, et c'est là aussi l'intérêt de ces processus, c'est qu'on a la possibilité de créer le processus que l'on veut, d'inventer des processus. La créativité, c'est l'invention. Donc vraiment de répondre à un processus sur mesure qui pourrait, si la Nouvelle-Calédonie souhaitait s'engager dans cette voie-là, convenir à la Nouvelle-Calédonie. Sur les personnes, et je pense que c'est intéressant, et ça rejoint ce que tu disais, il y a la question de la confiance, et on parlait de la sincérité, de la confiance dans les acteurs. En Nouvelle-Calédonie, on a eu donc cette période de négociation, de médiation, alors accord de Matignon, Nouméa, mais au-delà donc de toute la mise en œuvre de l'accord de Nouméa. Et le rôle des partis, et notamment le rôle de l'État durant cette période, a été complètement ambigu. C'est-à-dire que l'État, pendant quasiment les 30 ans de l'accord de Nouméa, c'est finalement à l'issue du 2e référendum et dans l'attente de la fixation de la date du 3e référendum que les choses ont changé. L'État était considéré comme médiateur. C'est-à-dire qu'on allait à Paris, on trouvait des solutions, tout était merveilleux. L'État, comme le fait d'être dépaysé, entre guillemets, à Paris, permettait de trouver des solutions. Et l'État jouait un rôle de médiateur. Ensuite, lors de la fixation de la date du 3e référendum, les choses n'ont plus tourné de la même façon puisque la médiation, ça n'a plus trop abouti. On n'était pas d'accord sur la date du 3e référendum. Et donc là, l'État s'est porté finalement dans le cadre d'une sorte de concertation, mais finalement, il a tranché. Et là, il a changé de posture vis-à-vis des acteurs avec lesquels il discutait jusqu'à présent. Et on est passé donc sur une concertation, mais c'est moi qui décide. Et finalement, à l'issue du 3e référendum, je pense que là, l'État a vraiment retrouvé sa position d'acteur, c'est-à-dire qu'on a trouvé qu'on était en face d'un négociateur. Et l'État est partie prenante, comme il sera partie prenante dans un processus de justice transitionnelle. Donc, aujourd'hui, finalement, l'avantage de toutes ces étapes, c'est d'avoir véritablement des acteurs qui ont trouvé leur nom et qui ont trouvé leur posture. Maintenant, ces différentes étapes ont amené aussi à perdre la confiance dans le partenaire de l'État. Parce que ce changement de posture ne peut pas donner confiance dans les processus que l'on mène. Donc là, au jour d'aujourd'hui, la question de la sincérité et de la confiance, elle est au cœur du débat et elle est au cœur d'un processus de justice transitionnelle qu'on pourrait mettre en place. Et je continue là-dessus, c'est aussi la question finalement de l'interculturel qui arrive quand tu parlais, quelles sont les spécificités. On ne peut pas faire comme si la Nouvelle-Calédonie n'était que d'une couleur, comme s'il n'y avait pas de diversité culturelle en Nouvelle-Calédonie et qu'il n'y avait pas de peuple autochtone. Et c'est la suite de ton propos là-dessus. Donc oui, on évoquait ce matin la culture et on évoquait les valeurs, la valeur de la justice, oui. On a parlé des symboles, on a parlé des rituels, donc tout ça fait partie de la culture. Et mener un processus de justice transitionnelle en faisant fi de la culture, c'est-à-dire en n'essayant pas de se placer ou de se décentrer pour prendre en considération le monde de l'autre, ça reste finalement des discours ou des récits qui ne seront pas partagés. Donc, inclure dans le processus que l'on pourrait mettre en œuvre la diversité culturelle et comment est-ce qu'on fonctionne, donc c'est-à-dire un processus purement interculturel, me semble vraiment élémentaire et me semble indispensable. Oui, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pierre et Nadège. À la fois, tu parlais de l'ambiguïté de la position de l'État dans tout le processus de déroulement de l'accord de Nouméa, et Jean-Pierre Massias disait que le droit français avait souvent une prétention à affirmer des choses qui n'existaient pas forcément. Alors,
Vous disiez, le droit français dit il n'y a pas de peuple kanak. Je voulais voir dans l'autre versant, le droit français dit il y a un peuple calédonien. Il dit la Nouvelle-Calédonie va vers un destin commun. Donc là, on est finalement dans l'autre versant. Or, en l'occurrence, je pense qu'il y a là aussi une ambiguïté sur cette question du peuple calédonien, du destin commun, de la citoyenneté calédonienne qui cristallise beaucoup de tensions parce que l'accord de Nouméa finalement affirme la reconnaissance d'une citoyenneté calédonienne qui a été conçue comme un outil qui avait vocation finalement à réaliser le destin commun, qui est un peu brandi comme l'étendard de l'accord de Nouméa. Or, là, si on regarde un peu la situation 25 ans après l'adoption de l'accord de Nouméa, on se rend compte que cette citoyenneté calédonienne, elle manque certainement de substance. Le peuple calédonien, s'il existe peut-être dans les contours qui sont définis par les critères d'accession à la citoyenneté calédonienne, ne semble pas nécessairement exister dans la réalité. Donc là, il y a une disjonction entre le droit et les faits. Certainement que cette question-là de savoir ce que veut dire le destin commun, elle est centrale dans le processus dans lequel la Nouvelle-Calédonie est engagée aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a bien été dit ce matin lors des échanges que l'un des prérequis pour qu'un processus de transition réussissent ou en tout cas parviennent à certains résultats, c'est une volonté d'aller ensemble vers l'avenir. Or, elle existe certainement en Nouvelle-Calédonie, mais elle n'est peut-être pas encore suffisamment définie. Et voilà, il me semble que cette idée de destin commun, finalement, manque de substance. Et on peut se demander si ce destin commun, il ne manque pas de sens commun, justement. Je pense que c'est l'un des enjeux déterminants dans la phase actuelle de négociation, parce qu'au-delà de la citoyenneté calédonienne et de la question des critères d'inscription sur les listes, finalement, la citoyenneté, c'est avant tout un projet politique commun. Or, il est évident qu'en Nouvelle-Calédonie, ce projet politique n'est pas nécessairement commun, qu'il y a des différences fortes. Donc, voilà, il y a une réflexion certainement à mener sur le contenu de ce projet. Oui, respect devant l'auditoire présent aujourd'hui. Je voulais réagir par rapport à la première question sur les enjeux de négociation et revenir sur le discours, on en a pas mal parlé depuis ce matin, du chef de l'État à la place des Cocotiers, très récemment. Revenir sur donc, un discours qui était censé lever les malentendus, les ambiguïtés, et qui finalement en a ajouté de nouvelles. Je parle sur le terme du chemin du pardon. C'est une expression qu'on a entendue à ce moment-là, et qui est censée mener sur un chemin de réconciliation. Mais en sortant de ce discours, on n'a pas compris en fait une réconciliation de qui, avec qui. Okay. Est-ce que c'est l'État avec le peuple kanak, qui serait on va dire, un règlement du contentieux du 3e référendum? Est-ce que ce serait une réconciliation des Calédoniens entre eux, peuple kanak et autres communautés arrivées par l'histoire de la colonisation? J'en ai noté plein. Est-ce que ça peut être une réconciliation entre ces trois parties-là? Okay. Peuple kanak, population, peuple calédonien. Bon, c'est des termes qui n'ont pas encore de contenu finalement juridique, à part celui de peuple kanak à côté du peuple français. Et de l'État. Les processus de justice transitionnelle qui ont été expliqués là depuis tout à l'heure, majoritairement en fait sont le fait de processus qui sont intégrés dans des États souverains. On parle d'Afrique du Sud et on parle d'un pouvoir dominant avec un pouvoir dominé. C'est intéressant puisque c'est dans un État souverain. Ici, la particularité, elle est que sans cesse, on demande à des acteurs de discuter entre eux, mais toujours avec le chapeau de la souveraineté française au-dessus. Ça, c'est quelque chose qui me paraît intéressant à souligner. Et Nadège Meyer a parlé à l'instant d'un État qui se positionne comme médiateur.
Si on reprend la définition de Michel Guillaume-Hoffnung qui parle de médiation, justement, pour elle, un médiateur ne peut pas être acteur, partie prenante dans le processus de négociation. Et processus de négociation qui, à chaque fois, revient finalement avec l'accord ou non de l'État. Vous avez mentionné Christian Blanc, haut fonctionnaire qui a mené la mission du dialogue en 88. Lui-même, dans un film que je recommande à tout le monde, qui est disponible sur Internet maintenant, Les médiateurs du Pacifique, réalisé par Charles Belmont, il le dit lui-même dans le film, on se dirige en Nouvelle-Calédonie, on envoie la mission de Nouvelle-Calédonie, mais avec la ligne rouge, le fil rouge, qui est de décoloniser dans l'État. Donc, encore une fois, on a la conclusion qui est faite aussi avant même d'arriver au terme du processus de négociation. Donc, je pense que c'est juste des éléments d'éclairage aussi pour alimenter la réflexion. Merci. Merci pour ces éléments croisés. Beaucoup de choses dans ce qui a été dit, mais le paradigme de l'interculturalité, il est, à mon avis, central quand on parle des spécificités. Il est central dans un processus de justice transitionnelle, mais pour qu'il soit saisi par le processus de justice transitionnelle, encore faudrait-il que l'État, qui a une tradition parfaitement statocentrée, si je puis dire, sur le plan constitutionnel, se saisissent déjà de cette interculturalité. Et donc, en dehors de toute forme de processus de justice transitionnelle, il convient de s'interroger sur le point de savoir dans quelle mesure la constitution d'un État unitaire, avec les indivisibilités qu'on connaît et l'uniformité, pour ne pas parler d'uniformisation du droit, est-elle capable de saisir les différences sur le plan notamment des droits coutumiers, des droits autochtones. Alors on a des exemples, on a des contre-exemples, on a des exemples au Canada, mais le Canada n'est pas un État unitaire, donc la logique de la différenciation se saisit assez naturellement. C'est un vrai défi pour l'État français que d'accepter, en tous les cas, que d'intégrer une forme de pluralisme juridique dans un cadre constitutionnel qui est un cadre constitutionnel, encore une fois, un et indivisible. Et effectivement, à partir du moment où cette réalité n'est pas saisie par la norme constitutionnelle, la question c'est de savoir comment elle peut être saisie dans le cadre d'un processus de justice transitionnelle, parce que une justice transitionnelle sans affronter le défi de l'interculturalité ici en Nouvelle-Calédonie, c'est certainement un processus qui est voué, je ne sais pas à l'échec, mais en tous les cas, qui va connaître un certain nombre de limites réelles et ab initio, pour reprendre les enjeux et les éléments qu'évoquait Mathias Chauchat. Tout ce que vous avez dit renvoie, et si on devait se projeter un petit peu, renvoie quand même à une interrogation. Si jamais on admettait qu'on parvenait à un moment donné à dépasser les obstacles, les limites que vous avez évoquées, et si on considérait qu'une commission vérité pouvait avoir un rôle dans le cadre que l'on a évoqué ce matin, j'aurais voulu vous demander quelle serait, selon vous, alors peut-être non pas la composition, parce que là c'est se projeter déjà très très loin, mais quel serait à tout le moins le mandat d'une telle commission vérité. Encore une fois, si on estime que la commission vérité semble la voie institutionnelle la plus appropriée pour aller sur le terrain de la réconciliation, quelle réconciliation, hein, j'ai bien entendu l'observation qui est tout à fait pertinente, mais à défaut de trouver une institution meilleure, comme je le disais ce matin, qu'une commission vérité, si on part sur une commission vérité, sur un comité vérité, quel pourrait être son mandat ? Parce qu'on sait, comme on le disait, que le défi de la définition du périmètre du mandat et du champ d'investigation du mandat est crucial, central, en réalité, pour la réussite du processus. Comment, avec vos prismes respectifs, vous envisageriez cela? Alors c'est de la prospective, hein, on est bien d'accord, mais à un moment donné, l'université est là aussi pour essayer de se projeter et de formuler des propositions. Quelle commission vérité, quel mandat, quel périmètre du mandat, quel fait investiguer? Oui, Jean-Pierre, pour commencer. Oui, moi je vais évidemment pas répondre à la question de savoir quel mandat la commission vérité pourrait avoir. Peut-être juste trois éléments pour tenter d'éclairer ce choix. Le premier,
C'est ce que j'ai indiqué ce matin. Il y a 2 stratégies, alors possibles, il y en a sûrement d'autres, mais il y a 2 stratégies qui ont déjà été utilisées dans les États confrontés à cette difficulté. Soit c'est la stratégie de la porte étroite, on rentre dans une thématique particulière, sachant qu'elle ouvrira un débat global. Alors, on pouvait imaginer, je ne sais pas moi, la crise des années 80, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, avec la possibilité pour la Commission, dans son rapport, d'étendre aux racines du mal, aux manifestations et aux moyens. C'est évidemment réducteur. C'est évidemment réducteur parce que ne seront associés à la démarche d'aller témoigner devant la Commission que les gens qui ont été directement impliqués par ces crises-là. Et il y a des gens qui vont être hors de ces crises-là, qui ne pourront pas être impliqués, ce qui sera dommage. En même temps, ça a l'avantage technique de rendre le processus maîtrisable parce qu'il n'y a pas cette ouverture considérable. La deuxième solution, c'est de partir mandat type belge ou mandat type Algérie, dans ce qui avait été évoqué par le président Macron en 2017, je crois. On fait une commission globale. Alors, commission globale, c'est extrêmement intéressant parce que ça n'exclut personne. La difficulté, c'est que la commission globale, si on doit travailler sur la colonisation française en Nouvelle-Calédonie, elle va commencer, le champ d'investigation va être avec l'arrivée des Français, il va se maintenir jusqu'à aujourd'hui. C'est impossible, sauf pour la commission, à sélectionner elle-même 2 ou 3 éléments qui peuvent apparaître particulièrement symptomatiques, sur lesquels elle va faire percevoir, elle va poursuivre son activité, parce que sinon ça revient à écrire une histoire de Nouvelle-Calédonie complète, alors, type histoire populaire de la Nouvelle-Calédonie, mais c'est peut-être au-dessus des moyens de la commission, et en termes de temps et en termes d'ambition. Donc le choix, il n'est pas simple. Il n'y a pas un bon choix, un mauvais choix. Il y a un choix qui intellectuellement serait plus séduisant, c'est de parler de tous les problèmes, mais qui pose des problèmes techniques considérables. Et puis un choix techniquement plus maîtrisé, mais qui peut être un choix réducteur ou réduisant l'impact de la commission. Peut-être la solution, et c'est ce qu'on a évoqué ce matin aussi à propos de l'exemple des Samis, je crois que c'était en Finlande, qui ont lancé une très vague... Alors, l'intérêt de la solution Sami, c'est qu'il existe un parlement Sami finlandais, il existe un parlement transnational Sami, Finlande, Norvège, Suède, et il y a parfois des délégués qui viennent du côté russe, puisqu'il y a aussi des populations Sam du côté de l'autre côté de la frontière, du côté de la Russie. Ces institutions ont décidé de déclencher un processus de transition, vérité, réconciliation, et ont lancé une enquête pour savoir ce que les citoyens attendraient d'une telle commission. Alors évidemment, ça nécessite des moyens plus considérables. Ça peut aboutir à des éléments qui sont assez surprenants. Alors je dirais que c'est un investissement lourd au début. C'est pas un investissement sans intérêt parce que, évidemment, c'est une manière de permettre aux gens de s'approprier le travail de la commission avant même qu'elle ait lieu. Ça peut être une solution. Mais je crois que c'est la grande difficulté des processus de justice transitionnelle en matière de décolonisation, c'est d'être confronté à un aspect tellement global et tellement important qu'il va falloir trouver des éléments symptomatiques lui permettant de le traiter, parce que le mandat d'une commission, évidemment, on peut le prolonger, mais on ne va pas le prolonger à l'infini. Si la commission, elle n'a pas rendu son rapport dans les 5 ans ou dans les 3 ans, elle va baisser d'intérêt et elle va perdre sa capacité de redynamisation sociale. Donc je crois que c'est un vrai choix à faire, et il n'y a pas de bon choix techniquement. Il y a un choix qui permet de poser le principe et d'essayer d'avancer un peu. Mais à mon sens, je ne connais pas de pays qui a réussi à résoudre cette difficulté de l'étendue et de l'efficacité. Je vais répondre à côté, mais vous allez comprendre. Vous m'entendez ? Oui. Bon, je vais répondre à côté, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Je voudrais parler des malentendus interculturels. Le président de la République, puisqu'on le cite beaucoup, avait dit « Je crois qu'on s'est enfermé dans une erreur depuis tant d'années de penser qu'on efface la prise de possession par l'indépendance. » Et il disait « La seule voie, c'est le pardon. » Regardez comment c'est reçu côté kanak indépendantiste. Eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, nous, on veut qu'on nous restitue la souveraineté volée. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que tous les discours franco-français, on est bien dans la France, tout ça c'est pour les Blancs, ça ne les intéresse pas, d'ailleurs ça ne change pas leur vie.
Donc, eux, ils disent, la seule solution, c'est d'effacer la prise de possession par la restitution de notre souveraineté. Et nous, on veut bien faire un pas vers la France. Ce pas vers la France, c'est signer une convention d'interdépendance, de partenariat, d'association, appelez-la comme vous voulez, comme toutes les indépendances dans le Pacifique Sud. Je vous rappelle, il n'y a plus que 3 exceptions dans le Pacifique Sud de territoires pas indépendants, ils sont tous français. Polynésie, Calédonie, Wallis. Donc c'est un problème français, le problème des indépendances. Et donc, ils disent, là, le pardon pour nous, c'est signer une convention d'interdépendance avec la puissance administrante, c'est-à-dire l'ancienne puissance colonisatrice. Vous voyez l'étendue des malentendus culturels. Alors, le deuxième, c'est une anecdote, mais pour que vous voyez les distances dans lesquelles on est. Bon, vous avez Darmanin qui arrive, alors ils sont habitués, je veux dire, à beaucoup parler, donc ils viennent dans les réunions. C'est pareil pour le préfet Bastille, enfin vous les prenez tous, ils ont tous le même profil. Ils arrivent, ils parlent beaucoup, ils s'écoutent parler. En face, personne ne parle. C'est assez étrange. Il n'y a que si on a longtemps enseigné avec des publics kanaks qu'on comprend que c'est quand même quelque chose de culturel. Donc en face, pas de réponse. Donc qui ne dit mot consent. Et ils sortent de la réunion fiers d'eux, on a beaucoup avancé. Mais je dirais, ici, qui ne dit mot signifie rien du tout. C'est ni oui ni non, c'est je vous ai écouté. Et de toute façon, je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis qu'une partie du tout. C'est-à-dire que la décision ne sera pas prise par moi, négociateur. La décision sera prise par le parti auquel j'appartiens, après un débat et dans un consensus mélanésien. C'est-à-dire il y aura une décision qui sera prise d'une orientation politique, dont je vous répondrai plus tard. Évidemment, les médias interviewent les gens à la sortie des réunions. Alors, ils n'ont pas beaucoup parlé, ils n'ont pas trop de position. Ils disent 3 banalités et on en infère que ces banalités sont des prises de position politiques. Mais pas du tout les prises de position politiques. Vous allez les avoir avec les congrès des différents partis qui vont clarifier la ligne. Donc ça, c'est un grand malentendu interculturel. Chaque fois qu'un ministre arrive ici, il est persuadé que son message a été entendu, que ça a bien avancé. Heureusement qu'il était là pour faire progresser le débat. C'est pareil pour le préfet Bastille. Il arrive, il écrit tout seul dans son coin, il voit les loyalistes, il discute entre blancs, et puis ensuite ils se disent on a bien avancé. Donc le malentendu interculturel, il est profondément dans la façon très française qu'on a de la verticalité. Sans doute une des plus grandes déceptions de la présidence Macron, tout le monde aurait pu penser que c'est un jeune président qui comprendrait le monde, qui l'amènerait de l'horizontalité, un peu d'intelligence. C'est une verticalité très, très ancienne. Et alors, appliquée à la Nouvelle-Calédonie, où ça ne fonctionne absolument pas comme ça, il y a une incompréhension totale. Une incompréhension totale. Et cette incompréhension totale, elle va mener à l'échec. Elle va mener à l'échec à force de ne pas prendre en compte la position des autres et leur demander de se renier. Vous ne pouvez pas demander à des gens de se renier. Ils ne se renieront pas, ils feront ce dont ils sont assez fiers, la transmission intergénérationnelle de la lutte. Ils diront, voilà, nous on a échoué, une autre période s'ouvre, cette période, c'est la transmission de la lutte à la jeune génération. Et vous y trompez pas, et je termine par là, c'est quand même fondamental ce qui s'est passé lors des 2 premiers et même le 3e référendum. C'est que la jeunesse massivement est allée voter et elle a obéi aux consignes des mouvements indépendantistes. La jeunesse qu'on croyait intégrée, mondialisée, pro-française, on disait l'indépendance c'est un combat des vieux. Pas du tout. Plus vous êtes formé, plus vous êtes jeune, plus vous êtes indépendantiste. Et c'est Sciences Po qui l'a montré dans ses différentes études. Donc cette jeunesse, elle va prendre le relais. Et la France va perdre ses interlocuteurs anciens après les avoir déconsidérés et elle devra en trouver des nouveaux.
C'est un problème qu'on connaît bien dans toutes les situations de conflit. Hein. Vous détruisez vos interlocuteurs et après, il faut du temps pour générer les nouveaux interlocuteurs. Sauf qu'il ne faudra peut-être pas aller les chercher dans les travées du Congrès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y aura un certain temps pendant lequel, issus de la lutte, de la mobilisation, un certain nombre de personnes vont émerger. Et ça sera ceux-là à qui s'adressera peut-être le processus de justice transitionnelle. Voilà, je ne veux pas vous désespérer, hein, mais la lucidité, je veux dire, est toujours un plus. Voilà. Pour faire écho à ce qui vient d'être dit, la diversité culturelle, effectivement, est au cœur de tout processus qui pourrait avoir pour objectif une pacification en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, c'est précisément la diversité culturelle qui nous amène à envisager, j'y reviens, la créativité. C'est-à-dire, il faut absolument qu'on soit créatif sur nos processus. Et cette créativité qui créera finalement de l'inclusivité aussi, parce que chacun se sentira entendu dans ce qu'il est, et dans le monde dans lequel il vit, c'est ce qui nous permettra en fait d'obtenir un processus qui va être considéré et jugé, qui va être ressenti comme équitable par chacun des participants, par chacune des parties à ces négociations, à ces discussions qu'il pourrait y avoir. Et ce qui est une évidence en négociation, c'est qu'on se rend compte qu'à partir du moment où les personnes en négociation se sont senties entendues et qu'elles ont eu l'impression que le processus a été équitable, le résultat importe beaucoup moins. Le résultat sera ressenti également comme équitable parce que le processus a été mené de manière équitable. Et ce, même si finalement, dans le contenu de l'accord que l'on pourrait avoir, on pourrait avoir plus de gagnants, plus de perdants. Et finalement, ce n'est pas ce contenu-là qui importe, c'est véritablement tout le processus qui aura été mené. Et ça nous amène au récit de ce matin, ça nous amène à la mémoire, ça nous amène à repasser tout ça en revue. Voilà, c'est aussi cet élément-là que je voulais mettre en évidence. Sur ce point, est-ce qu'il y a, je regarde le temps aussi pour laisser du temps avec la salle. Est-ce que sur ce point, il y a des compléments à apporter? Il y en aurait certainement, mais parmi les panélistes? Non, oui, Léa? Non, juste rapidement, je rebondis sur ce que disait Nadège et la nécessité de développer des mécanismes, on va dire, qui soient inclusifs. Là, j'ai essayé de passer un peu rapidement en revue, en tout cas sur les dernières années, les éléments qui pourraient se rattacher à une tentative de réconciliation ou de transition qui ont été mis en place en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a eu quelques actes, mais qui sont, à mon avis, très timides et qui s'inscrivent pas du tout, on va dire, de façon assumée et affichée comme étant des éléments visant à la réconciliation. Donc, je pense par exemple à la restitution de l'acte de prise de possession. Il y a eu la mise en place d'une démarche participative avec une écoute profonde de la société calédonienne. Il y a eu la création d'un comité des sages, un comité valeurs, identité commune et réconciliation. Donc, on sent qu'il y a des tentatives, on va dire, de la part de l'État d'avancer, de commencer à avancer sur ce chemin. Mais, à mon avis, ces premiers pas sont d'une part très timides et de l'autre, je suis pas du tout sûre que ce soit des démarches inclusives dans le sens où je ne suis pas certaine. Je pense par exemple à l'écoute profonde de la société calédonienne. Je suis pas sûre que ça ait eu un raisonnement fort dans la société calédonienne et que l'ensemble des citoyens je pense notamment à la population autochtone, se soit sentie particulièrement écoutée dans le cadre de cette démarche qui, à mon sens, n'a pas suffisamment été co-construite justement avec les différentes communautés. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point sur ce qui a pu déjà être fait et ce qui s'inscrit peut-être dans un début de tentative de réconciliation, de transition, mais mériterait certainement plus d'inclusion.
Merci Léa. Je voulais juste apporter un élément complémentaire. Tout à l'heure, on discutait de la notion de souveraineté en disant finalement, voilà, l'enjeu, c'est une restitution de souveraineté et l'enjeu des négociations, vous disiez tout à l'heure, c'est presque paradoxal dans la mesure où ce sont des négociations sous l'égide de l'État, c'est lui-même souverain. Oui, c'est vrai, c'est certainement un paradoxe, mais je voulais juste indiquer aussi que quand je regarde, on faisait référence ce matin à l'Organisation internationale de la francophonie, je voudrais juste indiquer qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que la France est évidemment membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1970, mais que la Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Enfin, je veux le rappeler parce que c'est suffisamment atypique pour être souligné. Et la Nouvelle-Calédonie est membre associé de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2016. Il y a 7 membres associés au sein de l'OIF. La Nouvelle-Calédonie est un membre associé. Non. On en déduit ce qu'on veut, on interprète ça comme on veut, on peut passer en revue les États observateurs, les États associés et les États membres, mais le fait est là. Et je pense que ça a aussi une signification sur la prise en compte d'une forme de singularité à laquelle on faisait référence tout à l'heure, une forme de spécificité et en tous les cas une forme d'identité à côté de la France métropolitaine, État membre de plein droit. Sur cette observation, peut-être la parole à la salle, parce que je regarde le temps et je sais qu'il y a des rapports ensuite qui doivent suivre. Voilà, le débat est ouvert sur les questions abordées avec les panélistes sur cette table ronde ou sur d'autres questions. Prends la parole qui le souhaite. Je veux juste ajouter un mot par rapport à ce que vous venez de dire juste avant de laisser la parole pour la discussion. Tous les exemples qui ont été mobilisés par Léa Havard, ce sont des exemples en top-down. En fait, ils viennent du haut vers le bas, donc l'écoute profonde, la restitution unilatérale et encore qui est un dépôt aux archives territoriales, dépôt qui sous-entend que le manuscrit peut être repris du jour au lendemain. Mais c'est pas la restitution, bien entendu, de la prise de souveraineté. Je pense qu'il y a une intervention de ce matin du grand chef Hippolyte Siniwami qui est intéressante, en fait, juste pour répondre à la création d'une potentielle commission de ce genre. Ce qu'il a sous-entendu, c'est de ne pas oublier le bas, le bottom-up. C'est de partir en bas du sol, en fait, donc de l'existant, de ce qui existe déjà, pour ensuite, avec les acteurs, donc lui, il parlait ici de la sphère coutumière, des chefs, grands chefs, on peut discuter après les autorités qui sont concertées, mais c'est quelque chose qui doit venir du bas, de la population. Et c'est là où je mettrai un bémol et je rejoindrai un peu les propos qui ont été dits précédemment. C'est que j'ai passé quelques années de ma vie à sonder les acteurs du mouvement indépendantiste. Je ne veux pas communiquer les résultats ici, ils arriveront bientôt, mais la tendance majoritaire, c'est que la réconciliation, elle pourrait avoir lieu, mais c'est dans le cadre d'une restitution de souveraineté. C'est une fois qu'on nous a rendu ce qu'on nous a volé, comme ça l'a été dit, qu'on pourra ensuite discuter entre nous. Mais c'est avec les populations qui voudront bien rester. Ça, c'est des propos que j'ai beaucoup recueillis. C'est les populations qui... c'est une parole aussi de Yewene qui disait ceux qui ont contribué à construire la case pourront y habiter. Mais cette parole, elle est puissante. Elle est imagée, mais elle est puissante. C'est la construction, elle pourra se faire avec les populations, les personnes qui voudront bien rester. Ça fait plusieurs mois qu'on entend systématiquement dans les médias que des populations partent, des milliers de personnes partent. Quel est le signal qui est envoyé justement à la population qui, elle, reste? Okay, parce que les gens vous disent constamment dans les interviews, que ce soit des acteurs politiques, des acteurs syndicaux, des simples citoyens, nous, on n'a pas d'autre pays. Nous, on n'a pas d'autre pays, ça c'est une parole que vous entendez à la fois du peuple kanak, mais aussi des autres communautés qui habitent ici. Donc là, la conclusion, elle est celle-là que j'ai pu dresser dans un de mes chapitres, c'est que oui, il pourra y avoir réconciliation, oui, on pourra discuter, mais c'est un processus qui viendra entre nous, okay, pas par le haut. Donc voilà, ça c'est un élément qui peut compléter, mais qu'on peut discuter encore. Merci. Merci beaucoup.
pour cet élément essentiel qui repose les questions de l'appropriation, de l'implication. Et on disait ce matin, un processus de justice transitionnelle, s'il devait être mis en œuvre pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit ancré, évidemment, et qu'il parte du bas. C'est vrai que l'impulsion du processus peut être une initiative de l'État, mais si les populations concernées ne sont pas ensuite à l'origine de la mise en œuvre, effectivement, il y a une déconnexion du processus avec la réalité du terrain et la réalité des enjeux, et c'est immédiatement une limite, effectivement. Alors, oui, monsieur tout en haut, alors, est-ce qu'il y a un micro pour qu'on vous entende bien pour les enregistrements ? Là, ces micros-là ? Oui, deux éléments. L'un de contexte. On oublie souvent que dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, et c'est très important, il y a eu 2 colonisations. Le problème de la colonisation d'aujourd'hui, ce n'est pas la colonisation de 1853, c'est celle des années 60. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on a la colonisation classique. Et puis, se met en place à travers l'Union française, puis ensuite l'autonomie, puis ensuite la loi cadre, un processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie auquel la majorité des gens ici vont adhérer et qui va donner lieu à une autonomie de la Nouvelle-Calédonie extrêmement grande. On a oublié à quel point dans les années 50-60 se mettait en place une véritable autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Et à l'époque, sous la pression un peu du gouvernement français, les Kanaks votent majoritairement en disant on ne demandera jamais l'indépendance. C'est à partir des années 60, 61, 62, 63, les lois Billotte, etc., je ne vais pas revenir là-dessus, que tout d'un coup, il y a une recolonisation de la Nouvelle-Calédonie et qu'à partir de ce moment-là, le contrat social et la mise en place d'un processus démocratique qui était celui de la Nouvelle-Calédonie va être brisé. C'est-à-dire qu'on va systématiquement, l'État français va reprendre la direction des affaires, va casser le contrat social et bien entendu faire de l'immigration à tout crin pour noyer le corps électoral kanak. Et ce qu'on appelle la circulaire Messmer n'est en vérité que je dirais la confirmation de la politique qui était menée à l'époque. Il faut noyer les Kanaks pour que jamais plus ils puissent redemander l'indépendance. Or, ce processus de décolonisation est très important parce que fondamentalement, ce qui se casse à ce moment-là, c'est bien entendu le contrat social interne et puis, bien entendu, la confiance avec l'État. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce qu'a dit Anthony, ce qu'ont dit aussi d'autres intervenants, c'est sur le problème de quel est le véritable débat et enjeu en Nouvelle-Calédonie. Que ça soit l'État français, que ça soit les journalistes, etc., on essaye de nous faire croire que le problème de la Nouvelle-Calédonie, c'est le problème de la relation entre 2 communautés ou 2 ensembles de communautés. Mais c'est pas ça le problème en Nouvelle-Calédonie. Le problème en Nouvelle-Calédonie, c'est le problème de la restitution de la souveraineté qui a été prise par le peuple kanak. C'est comme ça que les Kanaks posent ce problème-là. Le problème de la communauté de destin, il est là depuis 1945. Nouvelle-Calédonie, l'Union calédonienne, 2 couleurs, un seul peuple. Jean-Marie Tjibaou, Mélanésia 2000, on fera Calédonia 2000 après, ça n'aura pas lieu. Jusqu'au bout, depuis le début, il y a cette idée-là. Il y a Nainville-les-Roches, les victimes de l'histoire. Depuis le début, il s'agit de créer communauté. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas le problème. Le problème, c'est de pouvoir dire, on va sortir du rapport de dépendance et de la perte de souveraineté. Tant que l'État fera mine de croire qu'il peut être l'arbitre, et c'est là toute l'ambiguïté que vous avez signalée très justement, en essayant de faire l'arbitre entre 2 communautés pour un problème qui n'est pas le vrai problème, on continuera à se mentir. La vérité, c'est le problème de la restitution de la souveraineté à l'intérieur de ce pays. C'est ça le véritable enjeu. Et le problème, c'est le rapport avec l'État français. Et depuis tout le temps, l'État français nous fait une chose absolument extraordinaire, qui consiste à dire,
Ah, il faut que vous discutiez ensemble. Ah, discutez, vous devez trouver un truc pour faire un peuple. Mais les Kanaks sont depuis très très longtemps convaincus qu'il faut faire peuple. Et d'une certaine manière, pour eux, c'est déjà un problème qui est réglé. Le problème qui est de faire peuple. Mais l'État français leur dit, faites le peuple, mais en même temps, je vous donne absolument aucun des moyens de le faire. Il n'est pas question que vous le fassiez, et systématiquement, je vais jouer contre ça. On est dans cette espèce de double contrainte, de double langage permanent, où on somme les gens de régler le problème que l'État a créé. C'est-à-dire qu'on demande aux Calédoniens, par exemple, de régler le problème, alors qu'en vérité, l'État n'a pas du tout envie de le régler. Merci pour ce complément. D'autres observations, des contributions, des questions aussi? J'essaye de voir un petit peu dans tous les recoins de la salle. Je vois pas partout. Allez-y. C'est très intéressant ce que les intervenants ont dit parce que finalement, ça revient à l'essence même de la justice transitionnelle, c'est-à-dire être sur la réalité. C'est ça la justice transitionnelle, si on comprend bien. C'est la justice de décolonisation, c'est la justice qui, on va dire, think outside the box, qui sort du cadre ordinaire classique. Et il répond parfois à des situations, à des problématiques, et il donne des réponses à des conflits ou à des conflits qui durent depuis un certain nombre d'années. Et donc, c'est pas, on va dire, la réponse absolue, mais c'est une des réponses parmi tant d'autres. Et on va dire la réalité de notre contexte historique, politique, économique et social fait que parfois il faut dire les choses et pas être dans l'euphémisme juridique ou politique. La question véritable, et tout le monde l'a dit ici, c'est la question de la souveraineté. Personne ne peut dire le contraire. D'ailleurs, le chef de l'État, quand il a été sur la place des Cocotiers, à la place Kowe-Joka, là où on fait la paix, en Andjoubéa, il a dit « J'ai fait une erreur en venant en Nouvelle-Calédonie et en donnant l'acte de prise de possession. » Mais c'était quoi le sens? Il a reconnu qu'il n'y avait aucun sens. Et ensuite, il dit, et ça a été dit par les intervenants, dans son discours, il dit « Pour moi, je pense que la réparation, le pardon, ce n'est pas la restitution de la souveraineté. » Mais j'ai envie de dire, là, il fait encore une deuxième erreur. Donc si on continue finalement à camoufler, comme il dit Jean-Pierre Massias, les choses, on peut mettre en place une justice transitionnelle, mais si on ne se focalise pas sur les causes réelles, et ça a été rapporté aussi dans une organisation internationale, l'ONU, par le rapporteur spécial Fabien Salvioli, qui est rapporteur spécial sur la question de la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition. Il a rédigé un rapport en 2013 ou 2018, ou en 2021, il me semble, et il disait, si on ne prend pas en compte les causes réelles de la colonisation, les commissions qu'on va mettre en place seront un échec. Je résume, parce que ça fait plus de 40 pages, mais en gros, ça veut dire ça. Si on n'associe pas les acteurs, si ce n'est pas inclusif, si on ne traite pas des vraies problématiques, on ne répondra pas, on ne donnera pas les solutions réelles et qui vont permettre de sortir de cette situation. Donc, peut-être que sur, on va dire, la composition des commissions qui pourront être mises en place ici, ça doit être pris en compte, notamment l'interculturalité pour la commission et surtout le mandat. Qu'est-ce qu'il va faire la commission ici? Il va parler de quoi? De la mémoire. Parler de la mémoire juste pour parler de la mémoire, est-ce que ça va servir à grand-chose? Non. Si on dit la vérité, ça c'est un début, c'est un processus. C'est un tout, la justice transitionnelle. Il me semble, en tout cas, il donne les outils et les mécanismes pour y arriver à ce processus de réconciliation dans le cadre du processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie
depuis l'inscription à l'ONU en 1986 sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Donc si, à mon sens, hein, ces étapes-là n'ont pas lieu, le processus ne va certainement pas aboutir. Là, on est encore, comme il disait Anthony, dans le cadre, on va dire, de l'État souverain de la République. Donc, c'est inédit. Au Timor-Leste, il y a eu un processus de justice transitionnelle. Ça a été un échec. Parce que l'État indonésien, qui avait à l'époque pris possession de l'île, ne voulait pas être associé au processus et à la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle, notamment sur le pilier de la réparation et de la justice. Donc il faut que les acteurs, et notamment les acteurs, en tout cas actuels, c'est-à-dire l'État et le peuple kanak et les communautés qui vivent ici, s'ils ne font pas ensemble ce processus, ce chemin-là, s'ils ne le construisent pas ensemble, forcément, évidemment, on va dire qu'il n'y aura pas de suite concrète. Voilà ce que je pourrais dire sur ce sujet-là. Merci. Merci pour votre contribution. Une ou deux dernières questions. Je surveille le temps parce que je crois qu'on a une contrainte impérative là d'ici 1 heure. Donc deux questions. Je crois que j'ai vu voilà, deux mains se lever. Allez-y. Alors je ne sais pas si ce sera une question, mais je voulais apporter ma réflexion par rapport à tout ce qui a été dit. Ce qui m'a semblé très important en tout cas, c'est que chacun a des points de vue qui fait qu'on va devoir faire preuve, si on veut mettre en place un processus, et je dis bien un processus, parce qu'un processus, on ne sait pas où il aboutit normalement. On sait où il démarre, on lui donne des objectifs, et puis on découvre peut-être parfois qu'il aboutit là où on ne s'attendait pas. Donc ce que je trouve qui serait intéressant, c'est de vraiment réfléchir à toute la créativité dont il faut faire preuve pour mettre en place un tel processus en Nouvelle-Calédonie. Et partant de tous les constats que chacun a pu faire ici, en souhaitant aboutir à la mise en place, que ce soit une commission vérité ou une autre forme de travail et de processus, je pense que la créativité est le maître mot qu'il faudrait arriver à... Voilà, la créativité. Et j'aimerais bien, en fait, entendre là-dessus, vous avez posé la question, quel mandat pour une telle commission? On ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir avant éventuellement d'avoir déjà commencé à travailler, peut-être faire un premier temps de travail qui permettra justement de définir quel est ce mandat. Mais pour l'instant, et notamment en consultant la base, parce que c'est la base qui théoriquement est concernée par le résultat d'un tel processus. Donc voilà, je voulais juste faire cette observation. Merci, c'est une observation essentielle parce que je pense que, enfin, on partage, j'imagine, à peu près tout ce constat. La force, certains diront peut-être c'est aussi la limite ou la faiblesse, mais la force des dispositifs de justice transitionnelle, c'est précisément leur ingénierie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer à peu près tout ce qu'on veut dans le cadre de la boîte à outils qu'on a présentée ce matin. Et la diversité des expériences qu'on a évoquées a montré que, à partir de telle ou telle institution, on pouvait les mélanger, les articuler, les recomposer différemment. Le principal, c'était de se donner un objectif, une réconciliation et d'identifier un point de départ avec des prérequis clairs. Et donc, pour ce faire, il faut faire preuve d'inventivité, de créativité, de flexibilité. Souvent, on dit, lorsqu'on travaille sur la justice transitionnelle, dans toutes les discussions qu'on peut avoir, qu'on met à disposition une sorte de boîte à outils. Et c'est un petit peu l'idée que vous évoquez, c'est-à-dire que là, tout ce qui infuse, tout ce qui se diffuse, ce ne sont pas des éléments immuables, établis, c'est des éléments qui doivent permettre une créativité, une adaptabilité au contexte, une flexibilité des dispositifs pour prendre en compte les réalités, les singularités. Et donc vous avez tout à fait raison, je pense, quand vous parlez de créativité autour de cette justice transitionnelle. On le voit avec certains pays qui ont... On a parlé de la Colombie ce matin. Enfin, la Colombie est le seul pays, à ma connaissance, à avoir mis en place une juridiction spéciale de justice transitionnelle. Alors, le collègue magistrat est parti, c'est dommage, parce que pour le coup, là, on est sur un juge
qui a pour mission de déroger à certains principes de procédure précisément pour aller vers la justice transitionnelle. Elle s'appelle la HEP, cette juridiction, la juridiction pour la paix. C'est une juridiction tout à fait spécifique. C'est un tribunal tout à fait inédit dans le paysage juridictionnel. Les acteurs colombiens ont fait preuve d'une inventivité extraordinaire avec cette juridiction. Alors ça pose de nombreux défis, de nombreuses difficultés, mais en tous les cas, voilà, créativité, et on trouve une solution ad hoc, ou en tous les cas un élément de solution ad hoc pour essayer de répondre à une spécificité. Ici, le conflit colombien qui a singularité que vous connaissez. Je crois qu'il y avait une deuxième observation, une question, madame. Oui, je voulais revenir sur le préalable de la souveraineté à restituer, et qui serait donc le préalable, et puis ensuite on mettrait en place une justice transitionnelle. Moi, je m'interroge parce qu'en réalité, une population, c'est 100%. Il y a 40% du peuple kanak et il y a 60% d'autres personnes. Donc pour moi, il me semble que le préalable, c'est justement de prendre cette donnée comme un principe de réalité, et puis peut-être d'envisager la justice transitionnelle avant, pour voir un peu ce que tout le monde veut dire autour de la table. Voilà, je pose cette question des 60-40. Merci à vous. Est-ce qu'on fait un dernier tour de table autour de cette question, ou plus largement un mot de conclusion de chacun des intervenants, peut-être, avant de laisser la place à notre collègue pour le rapport d'étape, avant le rapport de synthèse. Un mot de conclusion de chacun ? Ouais. Je voudrais quand même donner un mot sur le rapport 60-40. Dans ces problèmes de décolonisation, les majorités ne règlent rien. Je voudrais quand même vous rappeler ce que c'était que le contrat social qui était lié par la citoyenneté calédonienne. Qui a droit à la décolonisation dans le cadre du droit de l'ONU? C'est les peuples autochtones. Ce n'est pas le peuple colonisateur, c'est le peuple colonisé. C'est eux qui ont le droit de vote. Et le processus qui a été fait en Nouvelle-Calédonie, c'est un processus généreux, puisque les Kanaks ont offert de partager leur droit de vote avec les descendants de la colonisation pour faire ce qu'on appelle un destin commun dans un pays commun, c'est-à-dire faire peuple. Ils les ont associés au processus d'indépendance. Ce qui se passe, c'est que les autres cherchent à utiliser leur droit de vote pour bloquer l'indépendance. Et ce phénomène est récurrent, et plus on est récent en Nouvelle-Calédonie, plus ce phénomène est vrai. Donc le contrat social, il est rompu depuis les 3 référendums. Les 3 référendums, ce n'était pas « voulez-vous rester dans la France », c'était « voulez-vous faire peuple avec nous ». Les Blancs ont répondu non une fois, non 2 fois. Et sur la 3e fois, les Kanaks se sont retirés du jeu en disant non. On est en pleine période de Covid, les rassemblements sont interdits, on voudrait changer le sens de la question, une indépendance avec interdépendance. L'État a voulu passer en force. On en est là. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que les Kanaks sont encore prêts à partager avec les autres leur droit à l'autodétermination ? C'est ça la seule question qui se pose. Parce que sinon, inévitablement, surtout si l'État passe en force sur le corps électoral, on va revenir à 2 peuples en Nouvelle-Calédonie sans destin commun. D'un côté, les Français de Nouvelle-Calédonie, comme il y avait les Français d'Algérie, de l'autre, le peuple kanak. Des peuples qui n'ont rien à se dire, rien à partager. Donc attention, je veux dire, à l'évolution potentielle. L'offre qu'ont fait les Kanaks était extrêmement généreuse, tellement généreuse qu'ils ont été légèrement minoritaires dans le corps électoral. Donc aujourd'hui, leur annoncer qu'en plus, le résultat de tout ça, c'est que l'État va ouvrir le corps électoral à tous les Français, mais qui croit que ça peut bien se passer? Qui d'entre vous, sincèrement, pense que ça va bien se passer? La vraie question, c'est le repli identitaire en disant finalement, c'est le peuple autochtone qui seul doit avoir le droit de vote. Si le peuple autochtone avait voté, la question de l'indépendance serait réglée depuis longtemps. Donc attention aux logiques soi-disant majoritaires 60-40. Vous savez, aujourd'hui, par net 1500 blancs
par an de Nouvelle-Calédonie. C'est un plan B, ça. Hein. Pourquoi voulez-vous créer un choc de confiance? Pourquoi voulez-vous aider à la situation? Les Kanaks, ça leur va. Si ça peut être 2000, 3000, c'est encore mieux. Donc, quel est leur intérêt aujourd'hui à signer un accord? Réfléchissez 2 secondes. Quel est leur intérêt? Surtout quand on voit les loyalistes en permanence en rajouter. Parce qu'ils pensent avoir le soutien de l'État. Quel est l'intérêt des autres? On parle d'interculturalité, respect des autres. Quel est l'intérêt des Kanaks aujourd'hui à signer un accord? Ils ont plus d'intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord. Parce que le mouvement d'épuisement de la Calédonie française se poursuit. Il y a 1000 Kanaks de plus par an par l'effet de l'accroissement naturel. 1500 départs de blancs, ça va. Et ça peut s'accentuer, les Kanaks qui ne quitteront pas le pays. Donc je veux que tout le monde ait ça en tête, parce que l'État veut jouer le bras de fer en disant je vais passer en force, on va clore les négociations. Ben, prenez ça tous en tête, et puis là, vous commencez à rentrer dans ce que peut être une vraie négociation, ce que peut être une vraie discussion sur justice transitionnelle, pardon, etc. C'est prendre en compte le point de vue de l'autre. C'est ça le point de vue de l'autre, celui que je viens de vous exprimer, fait un peu l'interprète de ce que pensent très largement la plupart des indépendantistes. Voilà, ça c'était pour le simple rapport démographique 60-40. Je rappelle que le résultat du vote, avec plus de 85% de participation au deuxième référendum, c'est 47-53 en Nouvelle-Calédonie. Et encore parce que le corps électoral a été quand même assez largement ouvert. Voilà. Et que le droit de l'ONU, il demande le vote du seul peuple colonisé. Voilà, c'est quelques réflexions. Merci à vous. Quelques éléments de conclusion, certaines ou certains d'entre vous? Oui? Non? Jean-Pierre sera pour la synthèse. Pas de dernier mot? Nadège? Non, vas-y. La question de est-ce que la décolonisation est un préalable ou pas à un processus de justice transitionnelle? Ce qui peut aussi être intéressant, c'est de l'inclure peut-être dans les discussions et dans les négociations d'un accord. C'est-à-dire que tout n'est pas négociable, tout n'est pas négocié, mais je fixe aussi le contenu de ma négociation. Donc savoir si c'est un préalable ou si ça fait partie intégrante du processus, la question peut se poser. Je reviens sur aussi la dernière question qui a été posée. La question du droit de vote et autres, de toute façon, on a vu, et des référendums, on a vu qu'un oui ou un non, ce sont des positions, que les incompréhensions entre les parties prenantes ont amené aussi à avoir des positions beaucoup plus affirmées, d'être beaucoup plus dans la revendication, ce qui est le principe quand on a une incompréhension dans le cadre des conflits, et que désormais, pour sortir de ces positions qui en fait sont nécessairement contradictoires, c'est beaucoup plus difficile, et que aller chercher les véritables préoccupations des personnes est une véritable gageure lorsque on a laissé finalement, ou on s'est laissé embarquer, c'est pas forcément volontaire, ça peut être aussi involontaire, on s'est laissé embarquer dans une perte de confiance, voire même aujourd'hui jusqu'à de la défiance. Donc tant qu'on ne rétablira pas un minimum un processus de confiance, ça va être compliqué de basculer dans un processus de négociation qui ne sera pas basé sur des revendications très fortes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Après, peu importe, mais c'est une évidence qu'on rentre dans un rapport de force, et le rapport de force a été évoqué aussi, parce que ce rapport de force, c'est ce qui est naturel, et c'est ce qui sort le plus naturellement des personnes, de leur culture et de leurs préoccupations. Donc là, on a un chemin aussi à faire, avant même un chemin du pardon, qui va être un chemin de comment est-ce qu'on sort de la défiance pour re-rentrer dans un minimum de confiance, et suffisamment de confiance pour mettre en place un processus de négociation. Parce que la négociation va renforcer la confiance si elle est sincère, mais on n'entre pas en négociation si en face, on n'a aucune confiance dans la personne qu'on a en face, ou dans les personnes que l'on a en face.
Juste, je rajouterai un mot aussi sur ce que disait Nadège Meyer. Je remercie Emmanuel pour ses précisions sur le cadre de la justice transitionnelle. En tout cas, à titre personnel, je retiendrai 2 éléments peut-être qui pourraient éclairer l'éventualité d'un tel processus pour la Calédonie. Première chose, c'est l'élément culturel. J'ai bien retenu ce matin que tous les processus qui sont tenus à l'échelle du globe, à chaque fois, sont des processus ad hoc. Il faut avoir une logique pragmatique, c'est un terme que j'ai retenu aussi. Le pragmatisme aussi, c'est d'aller s'inspirer des mécanismes qui sont inhérents à la culture kanak. Et il y a des travaux d'anthropologie qui ont été menés justement pour montrer que la logique du pardon, elle n'est pas arrivée ici de façon exogène. Il y a des mécanismes en interne qui existent pour se réconcilier en interne. Il y a aussi des films, il y a pas mal d'archives là-dessus qui nous permettent de voir la manière dont la population ici peut avoir de se réconcilier. C'est intéressant d'aller regarder. Et puis il y a la logique, à mon sens, économique, l'héritage de classe, de reproduction de classe qu'il faut aller regarder. Et ce matin, on a parlé du foncier, la thématique du foncier qui peut revenir dans les processus de justice transitionnelle. Là, forcément, si on regarde la Calédonie, on ne peut pas regarder la Nouvelle-Calédonie sans regarder l'héritage foncier. Quand vous avez développé un certain capital sur un certain nombre d'hectares que vous avez hérités, forcément, vous n'avez pas les mêmes chances de réussite dans la vie que celui qui est à côté de vous et qui n'en a pas. Donc, je pense que c'est 2 éléments qui peuvent être intéressants aussi à observer pour un tel processus ici. Encore une fois, hypothétique. Merci. Merci beaucoup. 2 derniers éléments de conclusion. Léa, Avar et Amélie Chou. Alors, vraiment très rapidement. Dans l'ordre que vous souhaitez. Comment ? Oui, dans l'ordre que vous souhaitez. Non, je disais très rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole plus que ça. Je pense que ce qui est beaucoup revenu aussi là dans les discussions qu'on vient d'avoir, c'est vraiment cette nécessité de voir émerger un processus quel qu'il soit, que ce soit dans le cadre de la justice transitionnelle et quelle que soit la forme qu'il prendra, mais en tout cas un processus, encore une fois, qui soit inclusif, c'est beaucoup revenu dans les discussions, et qui provienne aussi du bas. Tout à l'heure, vous parliez des SAM, c'est bien ça, en Europe du Nord, qui ont été consultés pour savoir ce qu'ils attendaient d'un processus de réconciliation. Je pense que c'est une piste qui pourrait être intéressante en Nouvelle-Calédonie. Après, la forme qu'elle pourra prendre, c'est autre chose, mais peut-être commencer en tout cas à emprunter ce chemin avec ce premier pas. Oui, je voulais juste revenir sur ce que Nadège disait sur la confiance en fait qu'on doit réussir à mettre en œuvre dans ce genre de processus-là. Et je pense qu'avant même la confiance qu'on peut avoir au niveau d'un processus de réconciliation, par exemple, il y a la confiance que justement la base, les populations en fait ont envers les politiques qui vont aller négocier ça, qui vont aller discuter de ces questions-là, ou pour revenir à ce que disait Anthony, de la façon dont on va prendre en compte les questions quotidiennes en fait des gens. Donc il y a l'aspect économique, où est-ce que je vis, comment est-ce que je fais pour manger, comment est-ce que je fais pour me soigner, pour élever mes enfants. Et une fois qu'on peut avoir assez compris ce qui se fait dans la base, quelles sont les préoccupations quotidiennes, on peut faire remonter ça de façon en tout cas avec beaucoup de confiance dans ces comités-là, dans ces discussions-là, pour que soit portée cette parole-là qui vienne justement du bas. Merci beaucoup pour la richesse des interventions, les regards croisés, les pistes de solutions, les éléments de diagnostic, les perspectives. Je crois que l'un des paris de ce colloque, c'était de faire infuser l'idée, de faire diffuser les concepts. Je crois que la table ronde y a largement contribué. Donc merci à toutes et à tous. Et puis on va proposer à notre collègue Sabrina Lavric de nous rejoindre pour le rapport, je ne sais pas comment il faut l'appeler, rapport intermédiaire, rapport de synthèse intermédiaire en tous les cas, sur ce qui vient de se passer. Merci à vous.